Aux forces armées de la République démocratique du Congo, les députés nationaux membres de l'Union sacrée de la nation ont fait cette déclaration au micro de Sylvie Moembo. Nous, députés nationaux révolutionnaires de l'Union sacrée de la nation, déclarons ce qui suit. Nous soutenons de manière indéfectible la décision salutaire prise par le président de la République proclamant l'état de siège assorti de la nomination des autorités militaires au niveau provincial, urbain, communal et territorial afin de traquer les forces négatives jusqu'à leur dernier retranchement pour enfin affirmer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, nous soutenons sans relâche nos vaillants FARDC et toutes les forces de sécurité engagées dans ces processus qui se battent nuit et jour au front pour rétablir la paix sur toute l'étendue du pays. Ils méritent donc un traitement humain. Nous prions les autorités militaires et policières nommées dans les provinces concernées de bien tenir compte de la primauté des droits et libertés fondamentaux de la personne humaine afin de le garantir pour assurer l'harmonie sociale et la collaboration de la population civile pour la réussite de la mission qui leur est confiée. Nous sommes conscients qu'une éruption volcanique est une catastrophe naturelle aux conséquences désastreuses. Nous compatissons avec toutes les victimes de ces phénomènes et encourageons le gouvernement de la République, à travers tout le ministère impliqué, de tout mettre en œuvre pour rétablir en toute urgence les conditions de vie de ses compatriotes en détresse. Au demeurant, nous lançons un appel patriotique à tous les Congolais qui sont de mèche avec les forces négatives de renoncer à leur plan de déstabilisation avant que la force du pouvoir public se rabatte sur eux. La Direction générale de migration poursuit avec ses contrôles de routine de la régularité des titres de séjour des étrangers. Elle vient de mettre la main sur des étrangers qui détiennent les visas non conformes car n'ayant pas rempli toutes les conditions générales d'octroi de visa d'établissement, à savoir la justification des moyens de subsistance suffisants et honnêtes qui se traduit par la preuve de résidence individuelle et la preuve de revenus par une attestation en relevé bancaire, l'acte de domiciliation de leur rémunération dans un compte ouvert dans une banque locale. Nous sommes à l'immeuble Laxam dans la commune de la Gombe. Ces étrangers sont dans l'indigence et victimes d'une exploitation de leurs compatriotes. Tenez, ils vivent dans la promiscuité totale au mépris de règles d'hygiène et de bienséance. L'équipe de contrôle de la DGM a fait le constat ci-après. Au 4e niveau de l'immeuble constitué de toiture et terrasse, une partie sert de service cuisine, buanderie et une autre partie a été transformée en dortoir et installation sanitaire. Une grande concentration des lits dans les dortoirs, manque de salles de séjour, local servant de réfectoire très exigu et ne contenant que des nattes, cuisine insalubre et insécure. En pareille situation, la DGM s'est vue dans l'obligation de procéder au retrait du visa et à la reconduction à la frontière de tous ces étrangers non en règle. La DGM, qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État de mettre l'homme au centre de son action, tient au respect des conditions pour obtenir un visa de séjour en RDC. Et de ce fait, elle lance un appel à tous les étrangers vivant dans ces conditions de se mettre en règle car elle ne lésinera pas sur les moyens pour appliquer la loi et le contrôle va se poursuivre sans désemparer. De la réunion de conjoncture présidée à la primature, c'est tout à l'heure dans ce journal. Et puis dans quel état se trouve le portefeuille de l'État? La réponse sera plus complète à la fin de la revue qu'organise le ministère du portefeuille. Elle s'est ouverte aujourd'hui par 3 entreprises. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. La situation humanitaire des Goma-Thraciens au cœur de l'actualité. Les membres du gouvernement et autres humanitaires se sont retrouvés aujourd'hui autour d'une même table pour faire le point et dégager des pistes de solutions. Les condensés avec Edith Chala. Le volcan Nyiragongo a vomi sans prévenir sa lave. Les familles entières sont soudain sans logis. Goma est une ville sinistre. Ceux qui en sont habitants pleurent. Des besoins humanitaires foisonnent. Il faut des réponses urgentes. Voilà le sens de la démarche de ce débat à bâton rompu. Récemment revenu de Goma,
Lieu de la catastrophe, la délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, s'est retrouvée en face de la communauté humanitaire, conduite, elle, par David McLachlan, car un plaidoyer doit être mené en faveur des populations de Goma et le gouvernement de la République en tient la tête. À ce stade, je réitère ce qui a été demandé par mon collègue des actions humanitaires, c'est qu'il y a un besoin réel face à ce que nous appelons un drame, une difficulté d'une population que nous ne pouvons laisser sur le côté. Le gouvernement fait le maximum et nous espérons que les humanitaires vont nous accompagner au-delà de ce qui a été fait maintenant. La protection des humanitaires, une des préoccupations majeures des McLachlan Sarr, est un autre casse-tête que le gouvernement s'est engagé à régler. Il se trouve maintenant à peu près de 400 000 personnes dans le besoin. Et on est en train de planifier avec le gouvernement un paquet d'assistance pour l'abri, assainissement, eau. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, a tenu à saluer les initiatives locales des Congolais et acteurs politiques qui se sont mobilisés pour soutenir, dans la mesure du possible, ces Congolais en détresse. Les déplacés de Goma ont tout perdu, mais peuvent être contactés par SMS avec un numéro vert rendu disponible. Les détails dans ce reportage. Évolution des catastrophes naturelles soudaines en RDC vers la mise sur pied de SMS Alert, un mécanisme national de surveillance et d'alerte sur la gestion des informations. Une approche concertée qui permettra de suivre de près les risques potentiels et de donner à l'avance des avis d'alerte à la population congolaise afin de favoriser les mesures de prévention et ou des réponses rapides. Au cours de cet échange, le Conseil spécial du chef de l'État en matière du numérique a sollicité le concours des opérateurs de téléphonie mobile pour la réalisation de ces projets. Pour Dominique Migisha, ce projet sera un outil de veille efficace pour des informations certifiées à livrer à l'opinion nationale et internationale sur la gestion des drames en RDC. Et elles ont compris l'enjeu d'avoir une approche coordonnée avec le pouvoir public. Elles ont toutes répondu positivement à cette initiative. Nous avons maintenant le défi technique qui vont être réglés avec les ministères concernés, avec le régulateur, pour que ce système soit pérenne. Ça veut dire qu'il reste dans le temps et que lorsque demain nous aurons à faire face à de telles situations, le gouvernement ne soit pas dépourvu, mais qu'il pourra disposer d'un canal pour s'adresser à sa population dans des zones bien ciblées, bien identifiées. L'éruption volcanique a malheureusement fait quelques victimes, émanations de gaz. Donc c'est bien la preuve que l'information certifiée pourra à l'avenir aider. Et des organismes comme l'Office volcanologique de Goma, l'OVG, et d'autres, la sécurité civile, etc., qui relèvent du ministère de l'Intérieur, pourront avoir demain, avec le système SMS Alert, pourront avoir demain un canal de communication certifié à travers la collaboration avec les 4 opérateurs télécoms. Les hôtes des marques ont eu des explications claires sur les tenants aboutissants de ces projets. Ils saluent vivement cette initiative de lutte contre les intox et fake news enregistrées autour du sinistre de Goma. Et après l'éruption volcanique, il est temps de rebâtir la ville de Goma. Les experts de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme ont une longueur d'avance. Ils ont déjà proposé un nouveau plan urbain de la ville dont la maquette vient d'être présentée aux membres du cabinet du ministre de l'Urbanisme. La création des autres villes d'extension est déjà envisageable pour désengorger la ville de Goma. Commentaire Edith Chala. Sur ces images se trouve le nouveau plan urbain de référence de la ville de Goma, élaboré par les professeurs de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme ISAU. Avec cette éruption volcanique qui a touché plus de 70 000 familles, ces experts urbanistiques préconisent la création de nouvelles villes d'extension, dont Sake 1, Sake 2 et Sake 3, capables d'accueillir plus de 50 000 familles. Une façon aussi de pouvoir désengorger la ville de Goma, qui connaît aujourd'hui une forte pression démographique. Sur les 17 quartiers de la ville de Goma, seuls 5 sont viables et habitables, ont fait savoir ces professeurs devant les membres de cabinet du ministre de l'Urbanisme et Habitat lors de la présentation de ce projet. Dans l'immédiat, ce que l'on devait faire, c'est de faire une trame assainie où les gens vont avoir les parcelles d'habitation et les espaces publics
qui pourrait faire l'objet aussi de condenser certaines personnes s'il y a un nombre beaucoup plus excédentaire de sinistrés. Actuellement là, donc l'ISAU a donné un peu la primeur du travail qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas encore finalisé cela. Ils vont fignoler ça avec des logiciels, etc. pour permettre de sortir maintenant un plan urbain qui va servir de référence aux autorités de l'État, aux privés et aux bailleurs de fonds qui peuvent venir aider à développer la ville de Goma. Ce travail de terrain réalisé avec le concours du programme de développement urbain PDU va corriger certaines anomalies urbanistiques dans cette ville de Goma. Restons dans cette partie du pays où la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi poursuit son assistance humanitaire aux sinistrés de Goma. Aujourd'hui, une distribution des vivres a eu lieu au stade Tatandezero Gabo 2 de Rutshuru. C'était en présence du Mwami de la chefferie de Boucha qui est venu suivre de près cette action et se félicite de l'acte posé par la première dame. Reportage. Ce mercredi 2 juin 2021, de la distribution de l'assistance en vivres remis par la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi aux sinistrés déplacés à Rutshuru. Sous la supervision de l'administration locale, les bénéficiaires ont reçu les vivres disponibles en se constituant en groupe restreint dans l'ordre. Haricots, sucre, eau, huile végétale, biscuits, sardines, jus, lait et autres vivres mobilisés ont été donnés à toutes les couches sociales déplacées. C'est au stade Tatandezero Gabodé de Rutshuru que la poursuite de la distribution s'est effectuée en présence du Mwaminde Zereka Tourebe, chef de la chefferie de Boucha. Avec satisfaction, les bénéficiaires ont exprimé leur joie de recevoir. Mais mama tunamushukuru sana sana tena sana. Biso to sepeli mama na biso apesi biso mosada. Nde to sepeli na likambo makasi nzambe apambola ya umela na place wana. Vraiment nashukuru sana kuzidi mimi nasaidia sana kumsada. Mungu angwariki. Tunapaswa penda volka ishe turudie kwetu bwana. Le chef de la chefferie de Boucha s'est dit soulagé de l'acte posé par la première dame et ses partenaires. L'aide, toute aide est toujours la bienvenue. Lorsque ça vient de l'autorité suprême, c'est encore plus, ça fait plus chaud au cœur encore. Et donc j'en profite pour remercier vraiment très chaleureusement la première dame pour la spontanéité de la réaction qu'elle a mise en place. Et nous sommes en train d'essayer de coordonner cette aide pour que ça atteigne vraiment les bons bénéficiaires. Les ménages regroupés pour partager les vivres reçus ont vu à cette insistance un geste des cœurs de la part de l'épouse du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'éruption volcanique du 22 mai dernier était vraiment une surprise totale pour tout le monde, y compris même les volcanologues. Pour l'expert français en volcanologie Benoît Smek, l'OVG, Observatoire volcanique de Goma, n'a aucune responsabilité dans cette catastrophe naturelle, ce malgré l'arsenal logistique à sa disposition. Voici un extrait de son interview qu'il a accordé à nos confrères de la RFI. Il est le plus dangereux d'Afrique parce qu'il fait partie des volcans les plus actifs d'Afrique et du monde même. Et en même temps, on a une population d'1 million d'habitants à Goma qui vit au pied du volcan. Et donc c'est cette combinaison d'une population dense au pied du volcan et un volcan actif qui fait que le volcan est extrêmement dangereux. Le volcan ne nous a absolument pas prévenus. Le volcan, le Nyiragongo, il est particulier parce qu'il a un lac de lave dans son cratère principal. Et pour alimenter ce lac de lave, il faut une chambre magmatique proche de la surface qui soit suffisamment importante. Et probablement que l'éruption qu'on a eue le 22 mai, elle est liée à cette chambre magmatique peu profonde. Et donc comme elle est proche de la surface, le magma, quand il fissure la roche pour atteindre la surface, ça se produit en quelques minutes ou en quelques dizaines de minutes maximum. Et clairement, ici, dans le cas de l'éruption du 22 mai, il n'y a eu aucun signe nous indiquant que le magma fonçait vers la surface. Et donc on a tous été surpris par ce qui s'est passé. L'Observatoire volcanologique de Goma, qui s'occupe de surveiller ce volcan, a un réseau très moderne de surveillance avec des sismomètres, des GPS qui mesurent la déformation du sol. Et donc tout ce qui est tremblement de terre, vibration du sol et déformation du sol, c'est surveillé. Il y a aussi des mesures de gaz qui se font et il y avait dans tous ces paramètres-là, il n'y avait aucune indication que l'éruption allait se produire. Oui, mais l'Observatoire volcanologique de Goma, l'OVG, n'était-il pas en panne depuis 6 mois, faute de financement? Alors ça, c'est une information qui a été déformée en fait. L'Observatoire avait un projet avec la Banque mondiale qui lui finançait certaines choses et ce projet s'est juste terminé, mais c'était prévu qu'il se termine. Et donc c'est vrai que l'OVG n'avait plus autant d'argent que quand ils avaient ce projet-là, mais les capacités de surveillance de l'Observatoire ne sont absolument pas en cause au niveau de la détection de cette éruption. Personne n'aurait pu la détecter, ça allait beaucoup trop vite.
Et le gouvernement provincial de la Lomami est de cœur avec les provinces sous état de siège. Une messe d'action de grâce a été célébrée à Mouénéditou. Pour ce faire, reportage. Culte d'intercession pour le soutien au chef de l'État et président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les forces armées congolaises et la police nationale congolaise à l'est de notre pays en état de siège a vécu dans la ville ferroviaire de Mouénéditou. Nous sommes dans la province de Lomami. Il a été organisé ce jeudi 27 mai 2021 par le pouvoir de l'hôtel de ville de Mouénéditou dans la cathédrale de la paroisse catholique Saint-Louis. Tous les bourgmestres, les membres du conseil de sécurité, le chef des services urbains, les chefs de quartier, les associations de femmes et les femmes de différents partis politiques ainsi que toutes les couches de la population ont pris part à ce culte. Dans son homélie tirée de l'évangile de Saint-Luc chapitre 4, 14e au 22e verset, l'officiant de la messe, M. l'abbé Moutombo, a prêché sur la libération des Israélites lorsque l'Israël était en captivité en Babylone. C'est s'expliquant cela, nous devons implorer l'Éternel Dieu des armées pour la libération de l'Est en proie d'insécurité par les ennemis de la République démocratique du Congo, a dit le prêtre. À la fin du culte, le maire de Mouénéditou, Fedili Kabina Moutonji, a pris la parole. La messe qui vient d'être dite est dédiée à nos vaillants soldats de la FRDC et à nos policiers de la PNC qui sont sur les champs de bataille présentement dans l'est de notre pays. À cette occasion, nous rendons un vibrant hommage au commandant suprême de nos forces armées congolaises, je citais son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour avoir décrété l'état de siège à l'est de notre pays en vue de mettre en déroute les ennemis de notre patrie. Soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, les députés nationaux membres de l'Union sacrée de la Nation ont fait cette déclaration au micro de Sylvie Moembo. Nous, députés nationaux révolutionnaires de l'Union sacrée de la Nation, déclarons ce qui suit. Nous soutenons de manière indéfectible la décision salutaire prise par le président de la République proclamant l'état de siège assorti de la nomination des autorités militaires au niveau provincial, urbain, communal et territorial afin de traquer les forces négatives jusqu'à leur dernier retranchement pour enfin affirmer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, nous soutenons sans relâche nos vaillants FRDC et toutes les forces de sécurité engagées dans ces processus qui se battent nuit et jour au front pour rétablir la paix sur toute l'étendue du pays. Ils méritent donc un traitement humain. Nous prions les autorités militaires et policières nommées dans les provinces concernées de bien tenir compte de la primauté des droits et libertés fondamentaux de la personne humaine afin de le garantir pour assurer l'harmonie sociale et la collaboration de la population civile pour la réussite de la mission qui leur est confiée. Nous sommes conscients qu'une éruption volcanique est une catastrophe naturelle aux conséquences désastreuses. Nous compatissons avec toutes les victimes de ces phénomènes et encourageons le gouvernement de la République, à travers tout le ministère impliqué, de tout mettre en œuvre pour rétablir en toute urgence les conditions de vie de ses compatriotes en détresse. Au demeurant, nous lançons un appel patriotique à tous les Congolais qui sont de mèche avec les forces négatives de renoncer à leur plan de déstabilisation avant que la force du pouvoir public se rabatte sur eux. Et à l'hôtel du gouvernement, le chef du gouvernement justement a reçu hier l'équipe de riposte contre la Covid-19 et aujourd'hui la tradition a été respectée à la primature pour la réunion de conjoncture économique présidée par Jean-Michel Sama-Lukonde. Au menu, l'évolution de l'économie nationale et internationale. Pati Tondwa Mukizunda et Marcel Moubenga. Il ressort de cette réunion de conjoncture économique présidée ce mercredi 2 juin par les chefs du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge avec les ministres sectoriels qui a une augmentation de 100% des réserves d'échange, soit de 500 millions de dollars américains à 1,2 milliard depuis l'investiture du gouvernement Sama-Lukonde. Nous avons
constaté et encouragé le fait que les réserves de change de la République ont augmenté et de plus de 100% depuis que le gouvernement Sama Lukonde est en place. Enfin, le Premier ministre est revenu sur l'instruction qui nous a été donnée par le président de la République de faire un effort pour la diversification de l'économie et également sur les investissements qui doivent être faits dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. Le gouverneur de la Banque centrale nous a exposé qu'il y a une stabilité au niveau du taux de change qui reste au niveau parallèle à 2025 au niveau officiel à 1989. Il y a une baisse du cours des métaux et que ça pourrait avoir un impact sur les finances de notre pays dans la mesure où le cours du cuivre notamment est repassé en dessous de 10 000 $ par tonne. Nous avons constaté également qu'il y a la baisse sur le plan international du coût des produits céréaliers, ce qui serait une bonne chose, et le ministre de l'économie est appelé à suivre la répercussion de cette situation dans les prix intérieurs. Sur le plan mondial, la situation économique évolue positivement, hormis quelques craintes pour la troisième vague de Covid-19. Sur ces points, le Premier ministre a insisté pour que la vigilance soit démise, surtout pour le strict respect des gestes barrières. C'est d'ailleurs ce qui justifie la réunion qu'il a tenue avec le comité technique des ripostes contre le Covid-19. Au Sénat, les élus de l'Union sacrée ont rencontré le président. Suivez ce reportage. L'Union sacrée de la nation est à l'heure de la cristallisation de son existence. La structure de sa charpente doit solidement et politiquement être mûrie. Les sénateurs membres de l'Union sacrée de la nation ont eu leur première réunion mardi 2 juin 2021 autour de Modeste Bahati Lukwebo, le charpentier. La restructuration du groupe politique, l'amendement du projet de la charte de l'Union sacrée de la nation et les questions brûlantes de l'actualité politique ont fait l'objet de cette rencontre qui s'est tenue au Fleuve Congo Hotel à quelques jours de la clôture de la session de mars au Sénat. Nous avons échangé sur la situation qui prévaut au Nord Kivu, à Ituri, mais également dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Et nous avons encouragé tous les sénateurs à apporter leur contribution à quelque niveau que ce soit pour soulager un tant soit peu les souffrances de notre population. C'est ce qui explique qu'au moment où nous vous parlons, nous avons 6 sénateurs, tous membres de l'Union sacrée de la nation, qui sont sur terrain au Nord Kivu. Aujourd'hui, à Saké, ils étaient en train justement de voir comment procéder à financer un forage d'eau potable pour la population, mais aussi distribuer des vivres et des non-vivres. La question relative à l'organisation de l'élection du premier vice-président du Sénat a également été au menu des échanges des élus. Il faut noter la minute de silence observée à mémoire de Kitenge Yezu, l'un des grands acteurs de l'Union sacrée de la nation, qui a quitté la terre des hommes le lundi 31 mai dernier. Conflit dans les institutions provinciales du Sankourou, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières invite les protagonistes à fumer le calumet de la paix. Les détails dans ce reportage de José Païtouambo. Ils ont décidé de reprendre leur destin en main et se mettre autour d'une table pour sortir la province du Sankourou de la crise politique qui n'a fait que perdurer. Voilà la raison de la réunion tenue cet après-midi autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Aselo Okito-Wakoy, et le responsable des institutions provinciales du Sankourou, à savoir les gouverneurs Joseph Stéphane Moukoumadi, Benoît Olamba, président de l'Assemblée provinciale, dont certains élus considèrent comme déjà déchus, le président de l'actuel bureau d'âge, Joseph Dinoumou, et quelques députés provinciaux du Sankourou. Il était question de réfléchir sur comment sortir la province du Sankourou de la crise politique qui la caractérise. Cette rencontre a rappelé le patron de la territoriale, maître Daniel Aselo Okito-Wakoy, fait suite aux instructions données par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du Conseil de ministres, de trouver des solutions idoines pour la bonne marche de province à problème. Les dirigeants du Sankourou, face au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ont démontré leur capacité à concilier les vues pour sauver la province
face à une crise qui bloque son décollage. Une volonté saluée par les patrons de la territoriale. Cette rencontre entre protagonistes d'hier est un signal fort pour les Sankoroises et Sankorois. Elle augure un climat de paix et quiétude dans la province. Et le ministre de la Défense nationale et la vice-ministre ont été officiellement présentés aujourd'hui aux officiers, sous-officiers et militaires de la garnison ville-province Kinshasa. C'était au cours d'une cérémonie de prise d'armes organisée au camp lieutenant Kokolo. Reportage Georges Frédéric Ndjibou. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kourenga ainsi que la vice-ministre de la Défense nationale Madame Séraphine Kilou-Boukoutouna viennent d'être présentés officiellement devant les officiers et sous-officiers des FARDC garnison ville-province Kinshasa au camp lieutenant-colonel Kokolo au cours d'une cérémonie de prise d'armes ce mercredi 2 juin 2021. Cette grande parade militaire a été présidée par le chef d'état-major général, le général Célestin Balamoussinse, et qui a connu 3 temps forts. D'abord, l'exhortation et la courte prière dite par l'aumônier protestant en chef. S'en est suivi la présentation du ministre et de la vice nationale et ancien combattant des unités des garnisons ville province Kinshasa par le chef d'état-major général des FARDC qui a procédé à la lecture de l'ordonnance nommant ces 2 membres du gouvernement. Il a demandé à toutes les unités des FARDC d'obéir et de respecter scrupuleusement toutes les instructions du ministre des tutelles telles que l'exige la Constitution et le règlement militaire. Il a fait savoir que le ministre de la Défense est un général-major retraité qui a passé 50 ans dans l'armée et qui maîtrise bien le rouage militaire. Ensuite, le ministre de la Défense nationale a dans son adresse insisté sur 4 points essentiels de son programme d'action, à savoir le renforcement de leadership au sein de la gestion des défenses, les finances, la bonne gouvernance de l'armée dans la gestion des ressources humaines, les finances et la logistique, faire en sorte que l'armée en temps de paix puisse contribuer au développement de la République avec l'apport des industries militaires, sans toutefois oublier le rôle de l'armée dans la gestion des catastrophes naturelles. Le patron de la Défense nationale a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa nomination, tout en remerciant le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé pour la confiance placée en sa personne. La cérémonie de prise d'armes s'est clôturée par un défilé militaire des différentes unités des forces armées de la RDC sous la fanfare au pas cadencé, démontrant la discipline et la bravoure de nos vaillants soldats, toujours prêts à servir la nation jusqu'au sacrifice suprême. Et nous venons de l'apprendre, les forces armées de la République démocratique du Congo ont intensifié les opérations d'envergure en Ituri après avoir récupéré des localités jadis occupées et neutralisé plusieurs miliciens. D'autres éléments en débandade se sont attaqués aux citoyens isolés et en faisant des victimes dans les villages de Boga et Tchabi. Les forces loyalistes sont à la poursuite des auteurs de ces actes cruels pour les neutraliser de manière définitive et faire en sorte qu'ils répondent de leurs actes criminels. Le gouvernement exprime toute sa compassion aux familles des victimes et ne ménagera aucun effort pour permettre aux FARDC de restaurer la sécurité dans cette partie du pays. Parlons affaires étrangères. Un ballet diplomatique a eu lieu aux affaires étrangères. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a reçu plusieurs ambassadeurs des pays amis. Des échanges importants, notamment sur le plan économique et de la coopération, ont eu lieu. Le résumé, c'est dans ce condensé de Doris Nozotamboué. Les conclusions du dernier sommet France-Afrique méritent un suivi soutenu. L'ambassadeur de France en RDC a été reçu par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères du pays qui assure la présidence tournante de l'Union africaine. Christophe Lutundula et son hôte ont scruté les voies et moyens pour accélérer la concrétisation des engagements. Le DTS promis par le FMI pour soutenir les économies africaines et la possibilité de recaler les dettes africaines auprès des institutions de Bretton Woods ont été examinées.
Nous avons échangé pour essayer de voir comment on pouvait travailler sur les conclusions de Paris et faire en sorte qu'elles se traduisent concrètement dans les prochains mois, que ce soit au niveau des financements additionnels qui ont été évoqués à Paris, venant du FMI ou d'autres institutions financières internationales, ou que ce soit, et c'est sans doute le plus important, au niveau de l'encouragement qui doit être donné au développement du tissu économique en Afrique, singulièrement aussi au Congo. L'Église catholique a exprimé sa compassion au gouvernement et au peuple congolais après la catastrophe de l'éruption volcanique de Nyiragongo survenue à Goma le 22 mai dernier. Le nonce apostolique du Saint-Siège à Kinshasa, Monseigneur Estor Balestero, l'a dit au VPM Christophe Lutundula en plus des civilités lui présenter. Le Royaume de Belgique met en place un nouveau programme de coopération avec la RDC. Celui-ci intègre les priorités congolaises de développement. L'ambassadeur Joe Andekeo a eu le temps nécessaire pour expliquer les contours et les spécificités au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. L'un des pays susceptibles d'apporter des capitaux frais pour de nouveaux investissements en République démocratique du Congo, les Émirats arabes unis par leur ambassadeur Aza Al-Katani sont disposés à des relations plus renforcées avec la République démocratique du Congo. Le chef de la diplomatie congolaise s'est montré très disposé en cette embellie diplomatique entre les deux pays. Les relations qui existent entre la RDC et l'Angola sont d'une implication géopolitique incontournable qui les rendent interdépendantes et complémentaires. L'ambassadeur de l'Angola en RDC, Miguel da Costa, après présentation de civilité, a dit au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, que son pays va continuer à œuvrer aux côtés de la RDC pour répondre aux aspirations des deux peuples. Découvrons ce communiqué. Congo Airways SA regrette la publication dans les réseaux sociaux par des personnes malveillantes et instrumentalisées de la lettre contenant les observations définitives de l'Inspection générale des finances sur le contrôle de gestion de la compagnie et des commentaires et diverses interprétations en sont faits dans tous les sens dans la presse écrite et audiovisuelle. Ici est de préciser que nulle part dans ce rapport il est fait mention d'un quelconque détournement du directeur général. Même le supposé détournement des agents du Congo Airways à la hauteur du montant indiqué reste sujet à caution, ainsi que la prétendue mauvaise gestion devrait être relativisée. L'Inspection générale des finances, par contre, dans sa conclusion, a promis de transmettre ultérieurement ses recommandations. Au Congo Airways fustige ces comportements de nature à ternir l'image de la société et de ses dirigeants. Elle met en garde ceux qui s'illustrent à ces pratiques car les auteurs s'exposent à des poursuites pénales pour imputation dommageable et actes de cybercriminalité. Congo Airways poursuit sans relâche sa mission de désenclaver le pays en transportant les passagers et leurs biens en toute sécurité. Elle continue son programme de développement qui, du reste, bénéficie du soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Congo Airways, le plaisir de voyager. Au ministère de l'EPST, l'heure est à l'évaluation de la gratuité de l'enseignement de base. Le ministre Tony Mwaba, qui a eu d'autres activités, a présenté les grandes lignes de sa vision aux responsables du sous-secteur éducation, vision axée sur la rupture avec les antivaleurs. Reportage Séverine Pascal Katanda. Pour la première fois depuis leur nomination, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi et la vice-ministre Aminata Namasia ont été présentés officiellement aux responsables du sous-secteur éducation. Ils étaient composés de ceux venus des provinces, les partenaires techniques et financiers, le syndicat ainsi qu'un échantillon d'élèves venus lui témoigner leur soutien. Un moment de communion mais aussi de communication qui a permis au nouveau ministre de présenter les grandes lignes de sa vision basée sur la rupture d'avec les antivaleurs. On ne peut pas parler de la gratuité dans un environnement malsain. Nous devons commencer par les commencements. Nous réussirons les paris. C'est notre affaire à nous tous. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour l'avenir de nos plus petits. Et c'est ici que nous devons tout faire
pour remettre les choses à l'endroit. Bien avant, avec le partenaire technique et financier, le ministre de l'EPST a lancé le processus d'évaluation de la gratuité de l'enseignement de base mis en application depuis septembre 2019. Ce processus va se dérouler en 3 phases, l'étude, le travaux préparatoires et la plénière de restitution. C'est ici l'occasion pour moi de saluer et remercier au nom du gouvernement de la République l'ensemble des délégués du groupe des partenaires techniques et financiers pour l'appui technique et financier qu'ils apportent à l'organisation de cette session d'évaluation. Et le célèbre basketteur de la NBA, Mutombo Dikembe, a annoncé l'inauguration de son école Samuela Mutombo au mois d'octobre prochain. Construite en Bujimaï sur fonds propres de la fondation Dikembe, il a remis une invitation à Tony Mwaba, ministre des tutelles. Je le disais en début du journal, la revue du portefeuille a démarré ce mercredi avec 3 entreprises pour cette première journée. La revue du portefeuille est placée sous le haut patronage du président de la République et organisée par la ministre d'État, la princesse Adel Kaïnda Maïna. Plus de détails avec Angèle Mapé-Alalande. Pour cette première journée, 3 entreprises étaient concernées, à savoir la Société commerciale de transport et de port, Congo Airways et la minière de Bakwanga, MIBA en sigle. L'occasion a été donnée à chaque entreprise de passer en revue les questions importantes, noter les points forts et faibles, les opportunités et les menaces qui méritent d'être analysées et projetées afin de fixer le cap sur l'avenir. La ministre d'État, ministre en charge du portefeuille, la princesse Adel Kaïnda Maïna, est revenue sur les objectifs poursuivis par la revue du portefeuille. L'objectif poursuivi à l'issue de cet exercice est de noter les points forts, les points faibles, les opportunités et les menaces qui méritent d'être analysées et projetées afin de fixer les caps sur l'avenir et même le devenir de votre société à court, moyen et long terme, sur fond d'une planification raisonnable et responsable de ses activités et de ses résultats. Le numéro 1 du portefeuille a insisté sur le caractère constructif des débats et échanges au cours de ces journées. Échanges et débats qui ont permis aux participants d'expliciter le point de vue. À l'issue de ces travaux ouverts ce jour, permettra l'élaboration d'une fiche synthèse de toutes les propositions recueillies qui se traduisent en un contrat par objectif assorti d'une feuille de route dont la primeur sera réservée au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait instruit le 23 mars dernier au COPIREP la tenue de ces assises. Visite des installations à gaz thermique à Mwanda. Le reportage s'est signé Cédric Kenina. La centrale thermique à gaz de Mwanda dans le Congo central. Vestige ou une réalité? Eh bien, cette centrale est équipée de 5 groupes pour une puissance totale installée de 3,12 MW. Cette centrale qui fonctionne sur base du gaz fourni par la société pétrolière Perenco est à l'arrêt depuis le 11 novembre 2020. Seul le groupe de secours tourne en plein régime pour l'alimentation des auxiliaires et autres. Sa mise en exploitation très attendue par la population de la ville côtière de Mwanda est conditionnée par la fin des travaux de répartition du groupe thermique GT11 par l'entreprise Perenco et aussi la mise en service du nouveau groupe thermique GT31 de 1000 kV par les fournisseurs, la société Watt Oversize. Des travaux qui sont arrivés à la fin. La remise imminente de la centrale thermique à gaz de Mwanda a fait l'objet des entretiens entre la délégation de la Direction générale de la SNEL SA, échange avec l'administrateur du territoire de Mwanda. L'on entrevoit également d'autres possibilités sont envisagées, notamment pour alimenter la ville de Mwanda en énergie électrique à partir du parc de production hydroélectrique d'Inga. En nouvelle, en rapport avec le décès du patriarche Kitenge Yezu, les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS Tshisekedi présentent leurs condoléances au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à la famille biologique de l'illustre disparu, ainsi qu'à la communauté Songé. Pour le coordonnateur de FPAU, l'honorable Laurent Batumona, tous les membres de sa structure pleurent l'aigle qui vient de leur être retiré. Le ciel leur est finalement tombé, je cite, un bon général, disait-il, est celui
qui remporte une guerre avant de la commencer. Fin de citation. Parlons justice, la proposition d'une solution alternative à la CPI. La ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux a eu aujourd'hui une déclaration à ce sujet. C'était en vision-conférence et au nom du président en exercice de l'Union africaine, Betty Aman. Un discours à distance suivi avec attention à travers le monde. La ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kese, a fait entendre la voix de la RDC au cours des travaux de la première retraite de juge de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Dans son allocution, Rose Mutombo appelle l'Afrique tout entière à